Voici l'histoire d'un petit article d'à peine une vingtaine de pages qui a fait beaucoup parler de lui. L'auteur est Kepler. Ce portrait date de 1610 et l'article de 1611, plus précisément de janvier 1611. Il s'intitule Étrenne ou de la neige sexangulaire. Étrenne, c'est un cadeau de Nouvel An. Et ce cadeau de Nouvel An est adressé à cet homme que Kepler présente dans la dédicace comme son patron et son bienfaiteur. En clair, quelqu'un dont il attend de l'argent. Tout au long de sa carrière, Kepler a envoyé de nombreuses lettres pour réclamer des subsides qui lui avaient été promis ou bien qui lui étaient dus, et qui ne sont pas toujours arrivés. Dans ses étrennes de 1611 adressées à son patron, les premières phrases sont les suivantes. Je sais à quel point tu aimes le rien, pas tant pour son faible prix que pour la plaisanterie ou le jeu, aussi délicieux qu'il est spirituel. De sorte qu'il est facile pour moi de me rendre compte que plus un cadeau s'approche de rien, mieux tu l'apprécieras et plus facilement tu l'accepteras. Quoi que ce soit qui évoquera pour toi la pensée du rien, et il faudra que ce soit réduit, bon marché et éphémère, c'est-à-dire presque rien. Et Kepler se demande qu'est-ce qui s'approche le plus du rien. À l'époque, tous les ouvrages se devaient de commencer par de longues tartines de citations latines et grecques. Il fallait lister tout ce que les anciens avaient dit sur des sujets connexes, avant de se lancer. Kepler le fait donc, mais de manière plutôt ironique. Il invoque l'arénaire d'Archimède. Est-ce que les grains de sable ou de poussière sont assez proches de rien? Non, car ils sont suffisamment nombreux pour remplir l'espace. Est-ce que les atomes de Démocrite sont assez petits pour être rien? Non, toujours pas. Dans ces réflexions anxieuses, je traversai le pont, confus de ma grossière impolitesse à me présenter à toi sans étrenne, d'autant que jusque-là je fais toujours résonner la même corde et je mets toujours en avant le même rien. J'étais aussi vexé de ne pas trouver ce qui est le plus proche de rien et qui cependant se prête au jeu de l'esprit. Quand il arriva que de la vapeur d'eau fut condensée par le froid en neige, et des flocons tombèrent ici et là sur mon manteau, tous avec 6 angles et des rayons duveteux. Par Hercule, voici quelque chose plus petit que n'importe quelle goutte, avec pourtant une structure. Voici l'étrenne tant désirée pour l'adepte du rien, et digne d'un mathématicien, qui n'a rien, qui ne reçoit rien, car cela tombe du ciel et ressemble à une étoile. Et quel augure dans le nom, quel bonheur pour Wacker, l'adepte du rien, car si tu demandes à un Allemand ce que veut dire nix, et il répondra rien s'il connaît le latin. Accepte donc sereinement ce rien, et si tu peux, retiens ton souffle, de peur de ne rien recevoir. Il est difficile de traduire la subtilité de cette introduction. Il y a d'abord le jeu de mots sur nix, qui effectivement veut dire rien en allemand, mais qui est le nominatif de neige en latin. Il y a aussi l'adresse avec laquelle Kepler dit, sans le dire, que l'adepte du rien auquel il s'adresse possède ce qui précisément lui manque, l'argent. Il y a en plus la fierté de l'intellectuel qui s'amuse de sa virtuosité et qui est bien conscient que ce rien qu'il s'apprête à donner n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que son article a un vrai contenu scientifique autour d'une question précise. Cette question, la voici. Plaisanterie mise à part, venons-en au fait. Il doit y avoir une raison pour laquelle, quand la neige commence à tomber, ces figures élémentaires montrent invariablement la forme d'une petite étoile à 6 branches. Car si cela se produit par hasard,
Pourquoi ne tombe-t-elle pas avec 5 branches, ou bien 7? Que les flocons de neige aient 6 branches n'est évidemment pas nouveau, surtout depuis que les microscopes sont apparus à la fin du XVIe siècle. Les observations se sont multipliées. Les dessins sous microscope commencent à être diffusés. Bientôt des livres entiers de gravures seront composés, comme celui-ci, Micrographia. On y trouve cette planche d'objets microscopiques à symétrie hexagonale, dont un flocon de neige. Mais l'observation naturaliste n'est pas l'objectif de Kepler. Pendant tout l'article, il se livre en quelque sorte à un exercice de funambulisme intellectuel. Il montre sa rigueur de scientifique en examinant un par un les arguments en faveur de chaque hypothèse. Et au passage, il égrène quelques réflexions mathématiques vraiment profondes. Comme par exemple sur le nombre d'or. Puisqu'il s'agit de se demander pourquoi les flocons de neige n'ont pas 5 branches, Kepler examine les propriétés des polyèdres réguliers, qu'il connaît parfaitement et qui ont une symétrie d'ordre 5, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Dans le premier encadré bleu, il dit « Il est impossible de réaliser une structure à 5 angles sans cette proportion que les géomètres modernes nomment divine. » Pour nous, c'est le nombre d'or. Regardez les dernières lignes du second encadré. Vous voyez apparaître des chiffres. 1, puis 2, puis 3, 5, 8, 13, 21. Ce sont les nombres de Fibonacci. Que dit Kepler? D'abord, il observe que dans une suite géométrique dont la raison est le nombre d'or, 2 termes consécutifs ont pour somme le suivant. En écriture algébrique, ça donne x plus x phi égale x phi carré. Effectivement, le nombre d'or est solution de l'équation du second degré 1 plus phi égale phi carré, et donc phi égale 1 plus racine de 5 sur 2. Mais Kepler sait très bien que ce n'est pas le rapport de 2 entiers. Alors il fait une remarque. Il considère la suite fabriquée en ajoutant chaque fois les 2 derniers termes pour obtenir le suivant. 1 plus 1 égale 2, plus 1 égale 3, plus 2 égale 5, etc. La suite des nombres de Fibonacci. Alors, le rapport de 2 termes consécutifs de la suite, 2 entiers donc, approchera d'aussi près que l'on voudra du nombre d'or. Évidemment, Kepler ne fournit pas de démonstration. Elle ne sera donnée qu'au XIXe siècle. La notion de limite est loin d'exister, et la remarque de Kepler est d'autant plus intéressante. Mais il y a encore plus étonnant. Vous voyez en haut de l'image 2 dessins de boules collés les unes aux autres selon 2 configurations nommées grand A et grand B. Kepler explique que le rangement grand B est plus serré que le A. Mais il va plus loin. Dans l'encadré bleu, il dit « Le remplissage sera le plus serré, de telle sorte qu'avec aucun autre arrangement, on ne fera entrer plus de boules dans le même vase. » C'est la conjecture de Kepler. Elle va occuper les mathématiciens pendant 4 siècles. Elle a été émise avant la conjecture de Fermat et démontrée après. Revenons au début, c'est-à-dire à Cicéron. Il a découvert le tombeau d'Archimède. Quand j'étais questeur, j'ai découvert son tombeau ignoré des Syracusains qui niaient son existence. C'était une enceinte entièrement couverte d'épines et de ronces. J'ai cherché le tombeau. Je connaissais en effet quelques fragments de verre dont j'avais appris qu'en haut du monument figurait une sphère associée à un cylindre. Grâce à cette sphère associée à un cylindre, il reconnaît le tombeau, le fait dégager et il est tout fier de lui. Tellement fier qu'il demande qu'on immortalise la scène. Et bien sûr, ça a été fait à la fin du XVIIIe siècle. Quelle était cette sphère associée à un cylindre?
Et cela vient de cet ouvrage d'Archimède. J'ai terminé aujourd'hui les démonstrations de plusieurs théorèmes qui se sont présentés, et parmi ces théorèmes on distingue ceux qui suivent. La surface de la sphère est quadruple d'un de ses grands cercles. Un cylindre qui a une base égale à un grand cercle de la sphère et une hauteur égale au diamètre de cette même sphère est égal à 3 fois la moitié de la sphère. La surface du cylindre est aussi égale à 3 fois la moitié de la surface de la sphère. Et c'était la manière qu'avait Archimède d'exprimer des volumes et les surfaces. Ce n'étaient pas des quantités, mais des rapports. Par exemple, la surface de la sphère, qui pour nous est 4pi r2, pour Archimède, c'est le quadruple d'un de ces grands cercles, qui lui fait pi r2. Ça revient strictement au même. Donc, Archimède affirme que le volume du cylindre bleu est les 3,5 du volume de la sphère rouge. Très bien. Et si au lieu d'un cylindre, on mettait un cube autour de la sphère? En termes modernes, si R est le rayon, le volume de la sphère est 4 tiers de pi r au cube. Le volume du cube qui la contient est 8 r au cube. Donc, le rapport des deux est pi sur 6, soit 0,5236. Si maintenant on empile des cubes identiques, contenant chacun une sphère, on obtient un remplissage de l'espace. Avec ce remplissage, le rapport du volume occupé par les sphères au volume total, ce qu'on appelle la densité du remplissage, vaut donc pi sur 6, soit 0,5236. Et voici ce remplissage matérialisé. C'est le premier dont parle Kepler, celui qu'il note grand A. Il n'est pas optimal. On peut faire mieux en décalant les couches de sphères les unes par rapport aux autres. Ce nouveau remplissage à couches décalées est celui que Kepler appelle grand B. Et c'est comme ça qu'on empile les fruits sur les étals de marché. Bien sûr, la densité de l'empilement optimal est plus élevée que celle de l'empilement cubique. Elle vaut pi sur 3 racine de 2, soit 0,7405, au lieu de 0,5236. Mais ce que dit Kepler est beaucoup plus fort. Il affirme qu'on ne peut pas faire mieux. Son empilement grand B est le plus dense possible. Eh bien, ce problème, énoncé donc en janvier 1611, n'est considéré comme définitivement résolu que depuis 2014, soit plus de 4 siècles après. En 1900, David Hilbert a donné au Congrès de mathématiques de Paris une conférence qui est restée dans les annales. Charles Hermite a dit « On n'entendra plus jamais dans les congrès de conférences pareilles ». Il a tout simplement énoncé les problèmes qui, selon lui, allaient faire progresser les mathématiques pendant le XXe siècle. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne s'est pas beaucoup trompé. Voici le début de l'article. Qui ne soulèverait volontiers le voile qui nous cache l'avenir, afin de jeter un coup d'œil sur les progrès de notre science et les secrets de son développement ultérieur durant les siècles futurs. Puis, Hilbert continue et explique ce qu'il attend d'un problème mathématique. Un mathématicien français des temps passés a dit « Une théorie mathématique ne doit être regardée comme parfaite que si elle a été rendue tellement claire qu'on puisse la faire comprendre au premier individu rencontré dans la rue. Cette clarté, cette limpidité, si énergiquement exigée ici d'une théorie mathématique, je l'exigerai encore davantage d'un problème mathématique parfait. » Et un problème mathématique parfait en ce sens, un problème qu'on pourrait faire comprendre au premier individu rencontré dans la rue, il n'y en a pas de beaucoup plus simple que la conjecture de Kepler. Et effectivement, c'est le 18e problème de Hilbert.
Je citerai aussi une question importante pour la théorie des nombres et peut-être utile aussi en physique et en chimie. C'est la question de savoir comment on pourrait, avec la plus grande densité possible, remplir l'espace au moyen d'un nombre infini de corps de même forme, assignés d'avance, par exemple au moyen de sphères d'un rayon donné ou de tétraèdres d'arêtes données. Autrement dit, on demande de répartir ces corps dans l'espace de façon que le rapport de l'espace rempli à l'espace vide soit le plus grand possible. La problématique de Hilbert, Kepler ne l'aurait sans doute pas comprise. Démontrer, ce n'était pas son problème. Lui cherchait à expliquer, mais en un sens qui n'est pas celui de la science moderne. D'ailleurs, les historiens des sciences sont toujours un peu gênés quand il s'agit de Kepler. En 1738, Voltaire explique ce qu'il a compris de la philosophie de Newton, et voici ce qu'il dit de Kepler. Moins bon philosophe qu'astronome admirable, il dit que le Soleil a une âme, non pas une âme intelligente, mais une âme végétante, agissante, qu'en tournant sur lui-même, il attire à soi les planètes, mais que les planètes ne tombent pas dans le Soleil parce qu'elles font aussi une révolution sur leur axe. Il faut avouer, pour l'humiliation de la philosophie, que c'est de ce raisonnement si peu philosophique qu'il avait conclu que le Soleil devait tourner sur son axe. L'erreur le conduisit par hasard à la vérité. Malgré ces erreurs et ces contradictions, Kepler nous a laissé non seulement les lois de Kepler, la conjecture de Kepler, mais aussi un des tout premiers livres de science-fiction. Ce rêve sur l'astronomie lunaire visait à expliquer les nouvelles théories du système solaire en imaginant ce que serait l'astronomie pour des habitants de la Lune. La diffusion des télescopes et les observations qu'ils avaient permises, les montagnes, les mers qu'on croyait voir sur la Lune, ont conduit vers la même époque à l'apparition d'autres livres de science-fiction, dont celui-ci, de Godwin, L'homme dans la Lune. L'illustration de la traduction française vous explique comment le voyageur de Godwin avait atteint la Lune, porté par ce cerf-volant tiré par des oies. La France aussi a eu son auteur de science-fiction, qui écrit cette histoire comique contenant les États et empires de la Lune. Et il s'appelle Cyrano de Bergerac. C'est le vrai Cyrano de Bergerac. Il n'était pas du tout gascon, mais parisien. Les éléments biographiques qu'il donne dans l'introduction de son livre ont constitué la base de la pièce de Rostand. On a même un portrait du vrai Cyrano. Il n'est pas sûr qu'il ait eu le nez particulièrement long. La conclusion, t'en vaut la laisser à Kepler. Après des détours par la géométrie, la chimie, la physique, il reconnaît, en terminant son exercice de virtuosité, qu'il n'a pas trouvé la raison pour laquelle la neige est sexangulaire. Il n'est arrivé à rien à propos de son petit rien. Il va donc, comme il dit, cesser de se fatiguer et attendre ce que son protecteur dira de son rien. Les deux derniers mots sont nihil sequitur, rien n'est à suivre. L'air de rien, le petit rien de Kepler, ça n'était pas rien. J'ai comme l'impression qu'il s'en doutait. Vous ne croyez pas?